Bon, ce que je vous propose, donc, on va aller vers changer de pipeline de rendu et passer à quelque chose comme du ray tracing. Faire un ray tracer, parler éventuellement après du ray marcher, voir si après la semaine prochaine on transforme pas ça en ray marcher. Euh, donc, c'est l'heure de se réveiller. Advanced MISC. On va partir sur Prog Texturing 1.0 que j'ai utilisé au moment où on a fait du carrelage avec Voronoi. Est-ce que là, la lumière, elle vous dérange ou pas? Oui. Bon. Si on pouvait un tout petit peu ouvrir le rideau. Là, c'est non, plutôt ouvrir plus de lumière. Un tout petit peu plus de lumière au fond au moins. Voilà, pour avoir ici de la lumière là. Merci. Ok. Euh, donc je prends cet exemple et j'enlève quasiment tout ce qui concerne les données envoyées pour faire le carrelage, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les coordonnées des cellules de Voronoi, là, chords et colors, qu'on envoyait via des uniformes. Hein, tout ça poubelle. Hein, le code devient hyper light. Le temps, est-ce que j'ai besoin de temps? On va le garder. On va garder eTime qui est là. Voilà, un code tout petit avec un init, un main, un init, un draw et un kit qui tient vraiment très peu de lignes. Un shader, un vertex shader qui fait quasiment rien. Identité, il transfère la coordonnée de texture. Et un fragment shader qu'on a appelé simple fragment.fs. On le renommera plus tard on le renommera plus tard en ray tracer ou quelque chose comme ça. Et j'enlève tout ça. On avait fait des Voronoi à l'époque. VSO Tech Cord, je garde, ça j'enlève. Et le temps s'appelle temps. Donc il y a eTime. Voilà, ça j'enlève. Et là, on se met juste un V4 VSO Tech Cord juste pour checker que ça marche. Bon, je renommerai aussi le programme. Bon, ok, on part sur un shader neutre. Pas besoin que la fenêtre soit carrée. Clean, RM, texturing. Oula, étoile. J'ai makefile. On va appeler ça comment? On va appeler ça array. Package ray et ray tracer 1.0 et window.c. On va juste avoir une fenêtre pas carrée juste pour gérer aussi le cas où 900-600, très bien. Faire un ray tracer. Donc c'est comme si, en fait, dans le pipeline, on avait... Oula. Comme si on avait dans le pipeline un point de départ qui était là. On démarre avec une configuration GPU où à chaque pixel, j'ai l'accès à une fonction main qui me permet de lancer un programme qui visualise une scène. Donc la scène, elle est derrière cette image. Donc il faut l'imaginer. Cette scène, on va y mettre une sphère
parce que c'est l'objet géométrique, l'un des objets mathématiques les plus simples à modéliser sous la forme d'une équation. Et on va essayer de rendre cette sphère avec un éclairage. Voilà, c'est ça l'idée. Euh, c'est parti. Donc, je prends une feuille. Donc, avant de commencer à coder, il faut que j'imagine mon monde. Tout est à faire ici. Tout est à faire à partir de l'écran que vous aviez vu, l'écran de coloré. Euh, donc, vous dessinez cet écran-là comme s'il était devant vous. Hein, il y avait le côté noir par là et l'interpolation jusqu'au rouge ici. Et puis par là c'était du vert, c'est ça? Et par là du vert. Hein, donc vous revoyez la même image, hein, qui part du noir jusqu'au jaune par là, en passant par le rouge et le vert ici. Vous l'avez? Ok. On s'imagine quelque part devant cet écran. Donc, on est par exemple ici en train de visualiser cette scène. Donc bien sûr, il faut qu'on place nos axes par rapport à cet écran. Hein, l'idéal, c'est éventuellement soit de se mettre nous en 0, 0, 0, soit de mettre lui en 0, 0, 0. Enfin, je sais pas, un des deux, quoi. Je dirais le plus simple, c'est de se mettre nous en 0, 0, 0. Et lui, de le mettre en Z. D'accord? Je sais pas, c'est l'impression. Je le fais vraiment à chaud, là. Donc là, c'est pas là. Non, pas là. C'est pas, voilà. Plutôt, l'œil regarde le centre de cette image. Ok. Et ma vue va sur cet axe-là, qui est en vrai l'inverse de l'axe des Z. J'ai tout. Ok. Le Y est par là. Enfin, plutôt, disons, le démarrage de l'œil, il est là. Donc, le Y, on va le mettre ici. Et le X... attendez. Et le X, il part par là-bas. C'est bon? Ok. Donc, qui dit lancer de rayons, ray tracing, signifie au fait on lance des rayons mais depuis l'œil. Hein, c'est pas des rayons qui partent depuis la source de lumière et qui arrivent vers l'œil. C'est plutôt des rayons qui partent de l'œil et qui arrivent sur une surface. Et ensuite, on se pose la question de la lumière au moment où on touche la surface. C'est ça un ray tracer. Alors, on se pose la question une fois, deux fois, trois fois, ça dépend en fait. Ce que je veux dire, c'est que on lance un rayon, il tape quelque part, on peut s'arrêter là, mais on peut continuer. C'est-à-dire, on peut dire, on rebondit et on va aller plus loin, chercher quelque chose, quoi, une couleur, quelque chose. Comme par exemple, on rebondit sur une surface qui est de type miroir. Donc on rebondit complètement, hein, dessus et on va aller chercher l'autre objet qui est ailleurs, quoi, qui va être reflété par ce miroir. Donc en fait, dans un ray tracer, on peut choisir le nombre de rebonds qu'on va faire. C'est une sorte de processus récursif. Mais bon, on va déjà commencer par essayer de faire un seul contact et un calcul de lumière au moment du contact. Donc, notre œil, il est comme ça, et regarde cette pseudo-fenêtre que j'ai dessinée. Alors, elle a son côté gauche, son côté droit, son côté bas, son côté haut. Hein. C'est comme l'histoire du frustum, exactement. On est en train de refaire un frustum.
Sauf que nous, au niveau de chaque fragment, il faut imaginer que finalement notre œil, il ne regarde pas que le centre de l'image, mais il va aller regarder tous les fragments un par un. Ok? Donc là, ce vecteur-là, qu'on va appeler peut-être vue, ou vue, ce vecteur vue, que j'ai placé ici, qui regarde ce point-là, en fait, en vrai, il peut regarder n'importe quel des fragments, des pixels qui sont sur cette grille. Et donc, on va venir lancer des rayons au travers de la grille. Et ces rayons, ils vont aller collider quelque chose qui se trouve dans la scène qui est derrière. Hein, donc, en gros, si je lançais le rayon au travers des coins, donc je vais avoir quelque chose qui... J'ai pas de règle. Ça aurait été mieux si j'avais une règle. Quelque chose qui partirait comme ça, quelque chose qui partirait comme ça, quelque chose qui partirait du coup un peu comme ça, quelque chose qui partirait comme ça. Bon, ça c'est le volume de visualisation de la scène, et dans ce volume-là, on va placer un objet, disons une sphère, qui va avoir donc une position, un rayon, et donc en fonction de la position du rayon, elle va occuper plus ou moins de place. Et l'idée, c'est de dessiner cette sphère-là. Mais avant de commencer tout ça, en réalité, si vous avez bien compris, vu, j'en ai plusieurs occurrences. Et la première chose à faire, c'est de calculer toutes ces occurrences de vue et éventuellement de les dessiner là, juste simplement pour tester si ça marche. Donc c'est des vecteurs. On va faire en sorte que les vecteurs avec lesquels on va travailler soient, grande majorité du temps, de taille 1, histoire de faire des calculs qui sont utilisables pour plus tard quand on en aura besoin. Voilà, pour commencer. Donc, ce plan, on va lui donner une distance à l'œil, qu'on va appeler NIR. C'est plutôt logique. Donc en fonction de ce NIR, on va calculer les vecteurs vus. Pareil, on va devoir déterminer sa largeur et éventuellement sa largeur dans l'environnement 3D, et éventuellement par rapport à la hauteur de la fenêtre, déterminer du coup sa hauteur dans le monde 3D, dans l'unité de monde 3D. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Bon. Alors, largeur-hauteur signifie que j'ai quand même accès à au moins un ratio, ou au plus à cette largeur, cette hauteur. Donc peut-être c'est utile d'avoir directement accès aux dimensions de la fenêtre. Donc on va se rajouter ici un 2 flottant qu'on va appeler dim comme dimension de la fenêtre. Et ce 2 flottant est composé de WW et WH. Voilà. Et ici, dans le shader, on se rajoute un VEC2 dim. Ok. Donc, bon, pour le moment, moi, dim, il me sert surtout à calculer un ratio. Donc, je vais commencer par calculer ce ratio. Alors, ratio, c'est souvent l'inverse
enfin l'inverse largeur sur hauteur, hein, c'est souvent hauteur sur largeur. On l'utilise souvent pour traiter la hauteur en fonction de la largeur. Donc si on considère que la largeur est unitaire, bah, la hauteur elle sera égale à ratio, en gros. Si c'est 1, je reviens au dessin. Moi j'aime bien avoir un environnement unitaire quand je travaille parce que bon, il faut bien choisir, hein, et 1 c'est pas mal pour démarrer. Et du coup, si je devais revenir à ce dessin-là, oups, j'ai pas fait un trait comme il faut. Pour revenir à ce dessin-là, ce côté-là, par rapport au... hein, le côté de côté, moi je le vois de taille 1. Le côté que je fais de côté pour arriver, je le vois de taille 1. Voilà, c'est tout. Et donc, si le côté que je fais de côté, c'est de 1, alors le côté que je fais en haut, c'est de ratio. Donc, voilà, ratio, c'est l'inverse, largeur sur hauteur, donc hauteur sur largeur. On voit pas grand-chose, hein. Hein, c'est mieux. Voilà. On reste 2 minutes là, quelques secondes là pour avoir le schéma qui est bien visible sur la vidéo. Donc voilà globalement, on essaye de visualiser tout ça et de écrire tout ça sous forme de code ou de formule et puis de code. Donc le ratio égale, j'ai dit dimension point y, y c'est la hauteur, et divisé par dimension point x qui est la largeur. Donc, alors, comment on va aller chercher donc un espace qui va en gros courir de moins 1 à plus 1. Je ne sais pas si vous l'avez, le moins 1 à plus 1. Peut-être toujours revenir un peu au dessin. C'est-à-dire que là, on est sur, par exemple, les x. Donc, comme j'ai dit que ce côté-là, il avait une longueur de 1, mais comme je pars à gauche, donc c'est moins 1 à plus 1. Donc, on va avoir besoin de quelque chose qui court de moins 1 à plus 1, de ce côté-là. Alors, de bas en haut, ça va être de moins 1 à plus 1, mais à un ratio près, quoi, fois ratio, quoi. Voilà, moins 1 à plus 1 en bas. Donc en gros, comme si j'avais besoin d'une double boucle, mais je ne vais pas faire de double boucle. En réalité, je suis déjà dans un fragment shader qui traite en parallèle toute la grille. Je suis déjà dans un système qui traite tout ça en parallèle. Chaque fragment qui est là, il possède déjà quelque chose qui court, pas exactement de moins 1 à plus 1, mais plutôt de 0 à 1, et de 0 à 1. Un truc près, quoi. Il faut juste que je calcule une coordonnée tridimensionnelle de chaque élément de cette grille, de chaque fragment de cette grille que j'imagine dans un monde tridimensionnel. La grille, elle est bidimensionnelle, et je vais l'imaginer dans un monde tridimensionnel. Il faut juste que j'arrive à trouver tous les points P, non, comment on va les appeler? P, ça vous va? Tous les points P dans cette grille. Il faut qu'on les trouve tous. Une fois qu'on les a trouvés, on aura presque trouvé le vecteur vu. Donc tous les points P ici. Donc je prends un des fragments, il a une coordonnée dans l'espace 3D qui s'appelle P. Il faut que je trouve ce P. Voilà. Alors, je sais que mes fragments, comme je les colorie à l'aide de la coordonnée de texture, en réalité, j'ai quelque chose qui court de 0 à 1, de 0 à 1. Cette chose qui court de 0 à 1, je peux la faire courir de moins 1 à plus 1, bien sûr. Alors, donc, alors je ne l'ai pas encore tout à fait, mais je commence à l'écrire. Ce vecteur 3P, est-ce que c'est le meilleur terme? Je sais, je me prends souvent la tête longtemps pour choisir mes noms de variables.
Enfin, j'espère que vous avez le même souci. C'est bon signe. Euh, Est-ce que P, c'est le meilleur nom à donner au pixel dans l'environnement 3D? P3D? Allez, P3D, vendu. Ouais, mais c'est trop long là, par contre. P3D. Il y avait une autre. Alors, c'est pas un voxel, c'est la grille. C'est la grille où je visualise dans l'environnement 3D la coordonnée de chacun des pixels. Comme si je l'ai plongé dans le monde 3D. Bon, allez, va pour P3D pour commencer. Égale un vec3 où on va prendre en fait VSO Tech Coord pour les X, VSO Tech Coord.x pour les X, qu'on va, qu'est-ce qu'on va lui faire lui? On va le multiplier par 2 et lui enlever 1 pour juste le mettre entre moins 1 et plus 1 au lieu qu'il soit entre 0 et 1. Donc le X, voilà, vient d'être mis entre moins 1 et plus 1. Le Y, il va être mis à peu près entre moins 1 et plus 1, sauf qu'il sera entre moins ratio et plus ratio. Donc bon, le plus simple, c'est de dire, je fais exactement le même calcul que je multiplie par ratio à la fin. Donc exactement le même calcul pour le Y. Ok? Sauf que c'est un Y. Et enfin, j'imagine un Z pour ce pixel 3D. Ce pixel 3D, c'est quoi son Z que j'imagine? Le Z que j'imagine, bah, il est là. C'est le moins NIR. Si j'ai dit que cette distance-là s'appelle NIR, bah, du coup, son Z, c'est moins NIR. Donc bon, j'ai qu'à écrire NIR sous la forme d'une constante, comme ça au moins c'est pas... ça a du sens, quoi. Const float NIR, et d'après mon dessin, je le vois bien à moins 2 par exemple. Non, pardon, c'est une distance. À 2, la distance égale 2, mais le Z, je vais le mettre à moins NIR. Du coup, ça fait moins 2. Est-ce que on est OK? Ça, c'est le point. Où est-ce qu'il est dans l'espace? Alors, nous, on veut les vecteurs vus. On veut tous les vecteurs vus. Donc, on vient d'avoir tous les points ici. On a appelé donc P3D. On vient de fabriquer tous les points qui se trouvent par là d'un coup. Et ils s'appellent tous P3D. D'ailleurs, si jamais vous avez envie de les visualiser sous la forme d'une couleur, vous pouvez les affecter à la couleur et puis basta. Mais moi, je veux surtout, à partir de P3D, générer tous les vus. Alors, les vus, c'est juste le vecteur qui part de 0, 0, 0 et qui va vers P3D, mais qui est normalisé, simplement. Donc, un rappel, vous avez un point A, un point B. Bah, il se trouve que le point B, c'est le point d'origine, O. Donc, le vecteur qui va de O à A, bah, qu'on note OA, hein, c'est le point A moins le point O. Sauf que ça, c'est le point 0, en fait. Donc, c'est tout simplement A normalisé. D'accord? Donc, c'est tout simplement P3D normalisé. Donc, vec3 vu égale juste normalize de P3D. Et là, à la limite, on peut, comme c'est un vec3, on peut le visualiser sous la forme de couleur et vérifier. Alors, c'est une couleur, mais qui contient du négatif, hein, attention. Qui contient des valeurs négatives, hein, ce qui est bizarre pour une couleur. Hein.
Hein, du coup, vous avez effectivement un résultat où vous avez énormément de noir là. Ce qui est logique, hein, c'est toute la partie négative. Et, 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 euh, et là, la partie positive. Mais on voit que le ratio est respecté. Et, euh, et ça semble logique. Donc on a transformé une coordonnée en une autre pour pouvoir l'exploiter, pour pouvoir visualiser au fait l'environnement qu'on imagine. Et qu'est-ce qu'on va faire de ce vecteur vu? Qu'est-ce qu'on va faire de ce vecteur vu? Donc maintenant que vous avez tous les vecteurs vus, vous pouvez vous mettre en situation où vous avez quitté, en gros vous avez quitté, en gros vous quittez l'écran au travers d'un vecteur vu, donc la vue, vous quittez l'écran comme ça avec une vue, et vous allez vous balader dans l'environnement 3D. Et à un moment, vous allez toucher ou pas un objet. Vous allez faire une intersection avec un objet. Voilà. Donc il faut résoudre ce problème-là. Alors, donc on ne s'occupe pas de savoir qui gère toutes les vues qui sont envoyées. Nous, on est sur une seule. On l'a. Et on va être sur un objet pour le moment qu'on va se donner, qui est notre sphère, et qui possède une équation. D'accord? Alors, c'est quoi une équation de sphère? Vous vous souvenez ou pas? Oui, c'est x2 plus y2 plus x2 plus y2 plus z2 Égale R2, mais ça, c'est si la sphère, elle est centrée à l'origine. Oui, Et du coup, il faut décaler faut décaler, les x, les y et les z. Voilà. X moins le décalage au carré, plus, voilà, ok. Donc si on a ici un point qui s'appelle C, centre de la sphère, et un rayon qui s'appelle R, rayon de la sphère, l'équation de la sphère, c'est x moins c point x carré plus y moins c point y au carré plus z moins c point z au carré égale r carré. Voilà l'équation de la sphère. Et donc ça modélise la sphère dans l'espace, dans notre espace. Donc nous, on n'a qu'à l'imaginer. Et donc pour l'imaginer, les paramètres de fonction, c'est qui? C'est C et R. Donc c'est bien ça les paramètres de la sphère. Le reste est variable. Ok. Donc une sphère peut prendre la forme d'une fonction qui prend en entrée un point, un vecteur 3 et un float. Carrément un vecteur 4 du coup, mais bon, non, on va prendre un vecteur 3 et un float. Et c'est ma sphère en fait. Ma sphère est une fonction. Et ma fonction, je peux lui demander quoi? Si elle est en intersection avec mon vecteur. C'est ça le lancer de rayon. Pas plus que ça. D'ailleurs, il ne se lance pas tant que ça. Hein. On imaginerait plus au fait ce qu'est ce qu'on appelle le ray marching plus comme étant le lancer de rayon, comme si on était en train de lancer comme ça. Là, on lance rien du tout. Au fait, il est direct. Enfin, je veux dire, il est immédiat. C'est une ligne, oui, c'est une ligne entière et complète. Alors, c'est un demi-segment. Parce qu'on part de ce côté-là, il faudra qu'on évite de calculer la ligne dans l'autre sens. Une intersection avec une boule qui se trouverait derrière nous, on s'en fiche, on n'en veut pas. On veut juste une intersection avec une boule qui se trouverait devant nous plutôt. Et voilà. Ok. Ok. Donc, intersection entre ça et ça. Et la question, bah, c'est quoi ça?
C'est quoi l'équation de cette chose-là? Non. Bah ça là, ce truc. La droite qui est là, est-ce qu'on va aller chercher l'équation de la droite? Alors c'est pas si évident, hein, l'équation d'une droite en 3D. L'équation d'une droite sur un plan, elle coupe le plan en deux. L'équation d'un plan dans un espace 3D, c'est facile, elle coupe l'espace 3D en deux. Mais une droite, elle est plus... Enfin, je veux dire, l'équation d'une droite est plus compliquée que l'équation d'un plan en 3D. Après, la droite, elle a un autre type d'équation. Elle a ce qu'on appelle une équation paramétrique aussi. Ça peut nous servir, ça. L'équation paramétrique de la droite. Ça peut nous servir. Parce qu'elle est 3D, hein. Dans quelle direction elle avance, la droite? Est-ce que vous pouvez imaginer l'équation paramétrique de la droite qui commencerait ici et qui avancerait dans cette direction? Ah, je ne veux pas sortir Internet et un site où je reviens sur les cours de maths ou des choses comme ça. Essayons de se débrouiller. Essayons de se débrouiller. Comment faire, comment trouver tous les points ici, là, tac, 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 en partant d'ici et en allant dans cette direction, hein, finalement. Alors, imaginons, je pars dans cette direction. Et imaginons, j'ai parlé d'équation paramétrique. Quand je dis paramétrique, il faut vraiment penser au temps. Vous êtes en train de vous balader, le temps passe. Au bout de 1, vous êtes arrivé ici, au bout du vecteur V, vue. Au bout de 2, vous avez fait 2 vues. Au bout de 3, vous avez fait 3 vues, etc. Et donc, c'est quoi l'équation, en fait, qui, au bout du temps t, ça vous donne un certain nombre de vues? Voilà, t fois v, c'est l'équation paramétrique de la droite qui est là. Et donc, on va écrire qu'en réalité, la droite, moi, ça m'arrange plus de dire que son équation, c'est x égale t fois vue point x. Ça va, comme ça, la notation. Y égale t fois vue point y. Et z égale t fois vue point z. Et puis voilà, hein. C'est presque fini. J'ai une équation, on va appeler 1. J'ai une équation qu'on va appeler 2. Et il faut trouver une solution aux deux. Ou des solutions aux deux équations. Et dans ce cas-là, on va résoudre ce problème-là. Pas de solution, pas de collision. Et ensuite, il y a quoi? Un rayon et une sphère. Qu'est-ce qui peut se passer entre un rayon et une sphère? Ils peuvent s'aimer beaucoup. Et alors dans ce cas-là, bam, il y a un point d'intersection pour entrer et un point d'intersection pour sortir. Ils peuvent juste se frôler. Ah ouais, mais non, on parle pas de... C'est une sphère. Et on a la troisième situation où elle s'ignore. Et il y a 0 intersection. Voilà. Alors, je mets une direction, c'est juste pour voir le rayon. Et donc, on a 3 situations. Ça vous rappelle quoi? Un système d'équations qui a 0, 1 ou 2 solutions du second degré. Polynôme du second degré. Ça veut dire que là-dedans, en fait, j'ai là juste la résolution d'un polynôme du second degré à faire. Et du coup, je vais faire ça. Bon, je vais quand même faire une pause de mathématiques et commencer un peu à écrire du code, juste par rapport à ce qu'on a commencé à dire, que finalement, donc,
On va chercher l'intersection avec une sphère et ça va être finalement, j'ai dit, la sphère, elle peut prendre la forme d'une fonction qui a deux paramètres, en fait, le paramètre centre de la sphère et rayon de la sphère. Oh, je ne sais pas encore si cette fonction doit me retourner quelque chose, mais je vais mettre void pour le moment et je vais l'appeler sphère intersection. Ça vous va? Et on va lui donner une entrée qui est un in qui est un vec 3c et un in qui est un float r ou radius peut-être. C'est plus joli. Center et radius, allez, on fait l'effort. Hein. Sur le papier, je mettrai C R, mais dans le code, on va mettre center et radius. Ok. Bon. Résoudre ce problème. Donc, je me remets là. Je l'écris d'une manière à pouvoir peut-être pas passer beaucoup de temps. Je vous propose une légère traduction pour pas passer énormément de temps à écrire les choses. Ça, je vais l'appeler VX. Ça, du coup, VY, VZ. Et ça, c'est X, c'est Y, c'est Z. Pour pas passer trop de temps à écrire des symboles. L'idée, c'est de prendre les deux équations et essayer de voir comment on peut les mélanger. Donc, on a x moins cx carré plus y moins cy carré plus z moins cz carré égale r carré. Ça, c'est la première équation. Les autres disent que x peut s'écrire t fois Vx, que y peut s'écrire t fois Vy, que z peut s'écrire t fois Vz. Alors, quelle est la bonne idée, là? J'ai tout ça, j'ai réuni tout. Quelle est la bonne idée? Alors, je vais vous mettre en rouge ce qui est variable et en vert ce qui est constant. Variable, 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 variable. Et le reste est variable, variable, variable. Et le reste est constant. Donc j'ai une équation à 3 variables, une équation à 2, une équation à 2, une équation à 2. Qu'est-ce que je peux faire? On met dans la première. Dans la première, Pour x, t fois 2x. on remplace tous ces trucs-là là-dedans. Donc c'est vraiment l'idée la plus simple, la meilleure. On peut le faire tout de suite, sans développer avant. On verra si s'il faut développer ou s'il y a quelque chose qui sort, qu'on peut simplifier. Du coup, on a t Vx moins Cx carré plus t Vy moins Cy carré plus t Vz moins Cz carré égale r carré. Voilà, on a une équation à une inconnue, c'est t. Comme vous pouvez voir, il n'y a plus que t d'inconnu qu'on peut résoudre. Et une fois qu'on a le t, ou les t, on aura les x, y, z. Ou les x, y, z. Voilà. Alors, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'en réalité, dans les solutions t, on peut simplement prendre les t qui partent de l'écran et qui vont vers l'avant, donc les t qui sont positifs.
tous les t négatifs, on les jette à la poubelle. Ce n'est pas des solutions qu'on va garder. Donc on prendra que les t positifs et on comptera combien il y en a. Il peut y en avoir deux, effectivement, aussi. Bon. Ah, moi, je suis un peu rouillé. Hein. Pas quelqu'un qui me sort la solution direct. Bon. Allez, on fait un effort. Allez, go. T2. Bon, vous checkez quand même avec moi. Hein. Vx carré. T2 Vx carré. Moins 2 TVX CX. On est d'accord? Moins CX carré. Ça, c'est la première. Plus TVY AY carré. C'est T carré. Hein? T carré, oui. Ah oui, j'ai fait T carré. Bon. Ok. T carré VY carré moins 2 TVY CY plus CY carré. C'est ça? Plus T carré VZ carré moins 2 TVZ CZ moins... Non, plus là. Ah là c'était plus, hein. Là c'est plus. Et là c'est plus. C'est Z carré. Égale R carré. Wow. Ah, bon. On commence par regrouper les termes en T2. On en a un. On en a deux. On en a trois. Les termes en T2 ont donc pour facteur tous les V au carré. Vx carré plus Vy carré plus Vz carré, c'est ça? Ah, ça ressemble à un vecteur à un dot du vecteur par lui-même, c'est-à-dire sa longueur au carré. Un dot du vecteur V par lui-même. C'est bien ça. Donc, c'est le carré de la distance euclidienne, quoi. Ok, fois T2, moins 2. J'imagine que... Attendez, je vais enlever ça parce que mes yeux ne voient plus. Moins 2. Alors, Vx, Cx, Vy, Cy, Vz, Cz. Vx, Cx, là aussi ça ressemble à un produit scalaire. Vy, Cy, plus Vz, Cz. Ça ressemble à un dot aussi. Et T. Donc ça, poubelle, ça, poubelle, ça, poubelle. Et il me reste encore un dot. Cx carré plus Cy carré plus Cz carré. Le tout égale R carré. Voilà. Premier terme, deuxième terme, troisième terme, ABC. ABC. Au lycée, c'était ABC. AX plus B, AX carré plus BY, c'est ça? Ah ben voilà. Donc on les a, nos ABC. Donc A, T carré plus B, T plus C égale R2, avec A égale... j'écris un peu du GLSL. Hein. Dot de V par lui-même. Hein. B égale dot entre V et C. Et C, A, juste C et C. Ah, C c'est center. Alors, bon, ça c'est center.
ce C là. Hein? Et ça, c'est C. Et ça, c'est vu. Hein? D'accord? Bon, vu. Allez, j'écris vu. Je l'ai appelé vu. Vu, center, et center. Et voilà. Et j'ai plus qu'à résoudre ça. Bon, on traduit. Alors, float A égale dot entre vue et vue. B égale dot entre vue et center. Et enfin C égale dot entre center et center. Et il me reste à résoudre l'équation du second degré façon cours de première, là, de seconde. Du coup, non, j'ai encore de la place. Delta. B2 moins 4AC. Delta égale, oui, delta c'est V2 moins 4AC. Voilà. En fonction de delta, on a deux solutions. En fonction de delta, on a deux solutions. Quand il est positif, 2 sol. Quand il est nul, une sol. Et quand il est négatif, poubelle. 0 sol. On n'a pas de nombre complexe là. Hein, pour gérer. Il n'y a pas de solution complexe à notre problème, on n'en veut pas. On veut une solution réelle, donc ça, on ne veut pas de trucs. Et en fonction de tout ça, la solution va s'écrire. Enfin, pour moi, ces deux solutions s'écrivent presque de la même manière. C'est juste que le delta, il est nul dans un des deux cas. Hein. Mais je ne sais jamais pourquoi on sépare en fait l'écriture. Mais l'écriture ressemblera à. Est-ce qu'il se souvient quelque chose moins racine de delta plus. Non. Quelque chose moins, plus ou moins racine de delta sur 2a. 2a en bas. Plus ou moins racine de delta ici. Moins b. C'est moins. Hein. Moins b, plus ou moins racine de delta sur 2a, hein, sachant que quand delta est nul, bien sûr, ça part. Ah, oui, il y a un moins quelque part. Il y a une des formules qui contient un moins. Je sais plus si ça me donne ça. Non, le delta, le moins, il est là. Non, il n'y a pas de moins, c'est B. Ah, c'est B, là? Non, il y a un moins. Il y a un moins. Ok. Donc on est bon. Voilà, on n'a plus qu'à écrire tout ça. Et faire un if qui gère les solutions. Donc, delta. Float. Delta. Égale. Qu'est-ce que j'ai dit? B2. Donc B fois B moins 4.0 fois A fois C. Alors, peut-être, qu'est-ce que vous en dites? La fonction qui est là, elle retourne le nombre de solutions qu'elle a trouvées? De quoi on a besoin? Non, mais oui, plutôt vraie question. De quoi on a besoin, nous? Qu'est-ce qu'on cherche? Pour le moment, hein. Allez, pour le moment, de quoi on a besoin? C'est plutôt ça. Pour le moment, de quoi on a juste besoin? Qu'est-ce qu'on vise, au fait? Depuis tout à l'heure, on est dans l'abstrait. Mais retournons un peu au concret pour l'instant. On va commencer par faire quoi? Genre, simplement savoir si la boule est là ou elle n'est pas là. Hein. Ça vous va? Donc peut-être juste un booléen, ça me suffit, moi. Pour l'instant, juste savoir, je suis rentré en collision, je ne suis pas rentré en collision.
Après, on verra de quoi on a besoin. Je préfère prendre les trucs étape par étape, sinon je me perds. Alors, donc, carrément juste un booléen. Je crois que c'est boule. Oui. Donc, if delta négatif. Ah, moi, je préfère me débarrasser des trucs faciles. Return false. Hop. Alors, if delta positif. Alors, quand delta est positif, j'ai deux solutions. Mais est-ce que je prends deux solutions? Je prends la plus proche de moi, celle qui a le t le plus petit. Ah, donc le t le plus petit sans être négatif. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends un float. J'ai pas t ici. Hein. Float t et je le prends négatif. Ouais. Je prends un t négatif comme ça. Ensuite, si delta est positif, il y a deux solutions pour t, c'est ça. Il y a deux solutions pour t. Alors, float sol pour solution égale moins b moins racine de delta. Alors, il vaut mieux la calculer, racine de delta à ce moment-là. Ici. Float SQRT delta égale SQRT de delta moins SQRT de delta. Alors, moins b moins racine de delta sur 2a, c'est ça? 2.0 fois a. Donc ça, c'est la première solution. If sol supérieur à 0. Supérieur à 0, mais inférieur à l'autre. Ou là, on s'en fiche en vrai. T égale sol, non? Direct. Et puis après, on détermine, c'est la nouvelle, l'autre solution, où il y a un plus. Celle où il y a un plus, celle où il y a un plus, je la cherche si forcément... Désolé, hein, peut-être je réfléchis tout seul dans mon coin, mais je me dis que si j'enlève une valeur positive, une quantité positive ici, mais que ce truc-là est quand même positif, forcément il sera plus petit que celui-là, où je rajoute une quantité positive. Bon, ça c'est mon défaut, je cherche l'optimisation avant même de faire les trucs. Oui. En fait, ça sert à rien d'aller chercher cette deuxième solution si celle-là, elle est déjà positive. Donc en fait, si celle-là est négative, je vais chercher l'autre. En vrai, là, j'ai pas besoin de sol. Je fais t égale if t négatif. Alors peut-être l'autre me sauvera la vie. Alors peut-être celle-là ne sera pas négative. Et je la prendrai en compte. Mais c'est tout.
Mais sinon, c'était celle-là la bonne. Voilà, on a fini pour le double cas. Maintenant, on traite le simple cas. Le simple cas, c'était moins b plus moins b sur 2a. L'autre cas, c'est moins b sur 2a. Et voilà, à la sortie de ce machin-là, j'ai un t. Et il peut être négatif, ou positif, ou nul. Il devrait pas être nul quand même. Et bon, c'est pas grave. Donc si t est négatif, return false. Et sinon, return true. Et on a fini. Enfin, on a fini. On a quelque chose qui va nous faire une collision. Alors, waouh, le temps passe vite. Ce serait bien qu'on termine. Allez. Donc, ce qu'on veut, c'est, je reprends ce schéma, c'est voir une sphère ici qu'on imagine là. Donc, vous l'imaginez où ici, c'était 2 de distance. On va la mettre à moins 5. Moins 5, 0, 0. Avec un rayon de 0,5. Et on va essayer de... si c'est true, on met du rouge. Et si c'est false, on met du vert ou l'inverse. Ok. Alors, frag color égale sphère intersection de center, on a dit vec 3, on l'imagine à 0 en x, 0 en y et moins 5 en z. Avec un rayon de 0,5. Si L retourne vrai, on met du vert, 0.0, 1.0, 0.0, 1.0. Sinon, on met du rouge. Ah, vous allez me dire, on va voir le résultat. Yes, et là, on respire un coup parce que ça fait un moment qu'on fait des choses sans vraiment avoir du concret et on espère que ça marche. Et youpi, ça marche absolument pas. Waouh, vue. Alors, qu'est-ce qui va pas? Use of undeclared vue, ligne 10. Alors, vue, ligne 10. Ligne 10, vue. Il n'y a pas de vue dans l'histoire. C'est quoi? Ah, il manque vue là. Non? Vue, il doit être paramètre, bien sûr. À vos souhaits. On ne change pas ce paramètre, donc c'est un in. Sphère intersection de center radius avec la vue. Je le mets en troisième. Et donc la vue, effectivement, c'est sûr qu'elle est nécessaire ici. Je ne l'ai pas calculé pour rien. J'ai du rouge. Est-ce qu'il y a des erreurs? Non. Il n'y a pas d'erreur et il ne voit pas de sphère. Youpi! Du rouge, il ne voit aucune sphère là. J'ai mis les vecteurs dans les bonnes directions. Alors, bon. Là, je suis pas bien là. Disons, peut-être il y a une erreur là. Je commente ce cas. Ah non, il n'y a pas. Il n'y a toujours pas de sphère. Center, c'est le centre de la sphère. 0, 0, moins 5. 0, 0, moins 5. On a mis le plan à moins nier. Donc le vecteur vue,
il va dans les Z négatifs. Le vecteur vu, il va dans les Z négatifs avec ses coordonnées X et Y. Et il essaye d'intersecter une sphère qui, a priori, est dans les Z négatifs. Où est-ce qu'on a fait une erreur? Le pire, c'est qu'on voit vraiment strictement rien, quoi. Parce que, en la rapprochant un peu, on a une chance de voir quelque chose. Ça fait mal. Là, c'est l'angoisse totale, c'est le vide sidéral. Mais les gens, il est où Radius là? Hein? il est, il est où Radius? Oh là là. Bon, mon truc, ça va se terminer avec une arnaque du genre, je vous laisse finir. Hein. Ça commence à me saouler. Attendez. On a oublié quelqu'un hein, dans l'histoire. Hein. Lui, là, le pauvre. On a oublié, hein, ici, de l'injecter dans le calcul de C. Donc, on l'a oublié là. Du coup, moins R2. C'est tout. Ça devrait être bon. C'est pour ça que c'est bien de faire étape par étape. Comme ça, on retrouve. Donc, on a oublié un moins radius au carré. Ah bah, c'est sûr que l'absence de moins radius au carré signifie que la sphère a un rayon nul. Hein. Du coup, c'est pas prêt de fonctionner. Hein. C'était dans C, ici, moins radius fois radius. Hop. Non. Oh là là, misère. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? B2 moins 4 AC. B2 moins 4 AC. Si delta est négatif. Si delta est positif. J'ai même pas le temps négatif ou quoi. Direct, je retourne trou. Sinon... On est d'accord que c'est ça... La longueur au carré, c'est un produit scalaire. Produit scalaire, c'est le premier fois le premier, le deuxième, le troisième fois le troisième. Ça fait vue au carré, quoi. Je suis pas sûr que c'est la même chose de faire un fois. Mais non, c'est pas la même chose, c'est bien un dot. Vue fois center, le premier fois le premier. Premier fois le premier, plus le deuxième fois le deuxième, plus le troisième fois le troisième. Et là, premier fois le premier, le tout moins radius au carré. C'est bien le radius au carré. Oui. Et la sphère, là, elle est à moins 3. Bon, après moins 3, c'est un peu collé sur la fenêtre. Mais je la vois pas plus. Avec un rayon un peu plus grand, s'il te plaît, quelque chose. Rien du tout. Vous voyez pourquoi j'ai fait de l'informatique? Alors. Vraiment. Mais vraiment, je suis nul. Hein. Vraiment, je suis nul. Dites pas ça, monsieur. Non, mais pas de vrai. Regarde. Au moment où vous savez faire des maths, c'est pas le calcul.
Allez, le -2 là. Moi je le fais sauter comme si. Ah, Oh là là, mais j'arrête pas de faire des erreurs. -2 fois. Oh. c'est. Attends. Bon, j'espère que c'est la dernière. Hein. Ça me fatigue, hein. C'est plus de mon âge tout ça. -2. Hop. Je suis content. Voilà. Bon. Bon, je vous laisse. Hein. Je suis fier de moi. Bon, allez. On réinjecte l'histoire du temps négatif et machin. Bon, comme histoire de... Parce que regardez, si je fais ça et que je balance la sphère de l'autre côté, je vais la voir quand même. Vous voyez? Elle est derrière moi et je la vois. Non, il faut que je refuse de la voir à ce moment-là parce que le vecteur t, il est négatif. Le temps t à laquelle je la trouve est négatif. Du coup, voilà, je la vois plus. Donc ça marche. Cool. Tout marche, hein, en vrai. Avec ça, quand j'arrive du coup à ce morceau de code-là, je sais que ce T-là me permet de trouver le point d'intersection. Bon, on va faire un truc vite fait pour pas rester comme ça sur notre faim, sur les quelques minutes qui nous restent. On a la garantie maintenant d'avoir trouvé... Ah oui, merci. On a la garantie d'avoir trouvé le point d'intersection. On l'a trouvé. Sur ce point d'intersection, là, on revient au bon truc OpenGL, enfin les bons trucs qu'on a fait avant. Sur ce point d'intersection qui est sur la sphère, vous pouvez déterminer un vecteur sortant de la sphère vers le point d'intersection. Ce vecteur sortant de la sphère vers le point d'intersection, si je le place ici, bah on l'appelle comment? Bah on l'appelle la normale. C'est la normale à la sphère à cet endroit-là. Ok. Donc j'ai le point d'intersection à cet endroit-là et la normale à la sphère à cet endroit-là. Youpi. Je peux calculer l'éclairage. Donc je prends une light position. Je calcule une light direction vers le point d'intersection qu'on va appeler PI. Donc light direction, c'est light position vers PI qu'on va normaliser. Et la normale qui est là. Et du coup, produit scalaire, et on obtient le calcul du lambertien, c'est-à-dire de l'incidence de la lumière sur la sphère. Voilà. Truc habituel, quoi. Donc ça, c'est le centre de la sphère, center. G. Ça, je peux calculer. Enfin, G, parce que ça, c'est... Ben, je l'obtiens en faisant ça. Les X, les Y, les Z de T que je viens de calculer fois vu, fois vu, fois vu. C'est donc PI, c'est T fois vu. PI égale T fois vu. OK. LP, on nous le donne. Hein. C'est pas gratuit. Enfin, si, c'est gratuit. On nous le donne. LD, on le calcule. LD, c'est... bon, il faut qu'il soit normalisé, mais... c'est PI moins LP, normalisé. Enfin, normalisé, quoi. Nord. Et ensuite, j'ai plus qu'à... j'ai aussi à calculer N. N aussi, c'est le truc normalisé entre PI moins center. Et voilà. Et j'ai plus qu'à faire un produit scalaire ici. Et retourner l'éclairage. Alors, retourner l'éclairage en faisant un produit scalaire. Retourner l'intensité. Retourner l'intensité. Donc, il nous faudrait une entrée qui serait intensité parce que nous, on retourne true ou false. Donc,
Nous, on retourne true ou false, mais au passage, on est capable de calculer en output un float intensity. On se donne une constante LP, constante vec 3, LP égale vec 3. On place la lumière où? En haut à droite. À droite, à droite, à droite. C'est toujours à droite. En haut, en haut, en haut. 20. Et à côté de l'œil, juste au-dessus de l'œil, en Z, donc ça c'est LP. J'ai enlevé, ok. Donc j'arrive ici, on a dit, on calcule un vecteur 3 PI qui vaut T que j'ai calculé fois vue. Ensuite, on calcule un vecteur 3LD qui est normalize de PI moins LP. Et ensuite, on calcule un vecteur 3, la normale, qui est normalize de PI moins center. Je ne me suis pas trompé là. Je vais vers PI, oui. Et je vais, ok. Et enfin, intensité égale. Bon, il y a l'histoire de clamp là, de dot entre LD, non, entre la normale N et moins LD. Ça, c'est le calcul d'éclairage classique. Enfin, du diffus à ce point-là. Et donc, ici, on se récupère une intensité. Intensity, on la met à 0. Et on la passe ici en paramètres. Et si tout va bien, elle est modifiée. Forcément, si c'est true, elle est modifiée. Et on peut faire un fois intensity ici. Et no matching call, clamp. Ah oui. Clamp, faut quand même lui dire entre quoi et quoi. Ça marche. Un peu trop vertical. Un peu trop vertical, on va la mettre un peu au fond. La lumière un peu au fond. Un peu au fond. Après, vous pouvez la mettre au fond avec time. Genre, à vos souhaits. On peut ne pas la mettre là. Tac, tac, tac. On a un temps. Hop. Et on peut faire un vec 3 LP égale 1, 1. Et ici, on fait jouer un moins 10.0 plus 5.0 fois signe de e-time. Je sais pas si c'est des secondes. On va quand même le diviser par 10. C'est peut-être un peu trop rapide. Hop. Non, ça va pas. Qu'est-ce qui va pas? Un déclare d'LP, un déclare d'LD. Ah oui, LP du coup est non déclaré. Ah oui. Bon, j'ai qu'à le déclarer en global, hein, c'est pas super propre, mais allez. Vec 3LP. Bon, ça c'est juste la flemme pour vous montrer le résultat. Le temps il bouge pas. Le temps il s'écoule pas.
E-Time. E-Time, hein, sur 1000. C'est un flottant. J'ai l'impression que ça vaut bien, mais je sais pas. Ouais, je l'ai un peu trop. Je l'ai un peu trop contraint là. Je le contrains pas. Ah oui, il bouge pas assez. On va éloigner tout ça plus. Donc 100 et peut-être 100. Ah, j'ai mis moins 100. Ah non, c'est plus 100. Voilà. Terminé, 14h59. Ouais. 1h30 pour faire un retraceur. Merci. Euh, Ah, juste, je veux savoir à combien de FPS il va, mon retraceur. Si vous êtes sûr que ça vient d'enregistrer? Non, non, j'ai toujours cette angoisse toute ma vie. Juste combien de FPS? Tac. Allez, dis-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on a 2910 FPS. Donc, et balèze le ray tracer. Bon, après, je ne fais qu'un seul truc, hein, c'est un seul rebond et avec une sphère, hein. Mais bon, voilà. Peut-être que ouais, la semaine prochaine, on attaque ça avec un ray marcher et on se prend des fonctions SDF, c'est plus marrant. Bon, je vais voir éventuellement de vous faire le ray marcher pour la suite. Merci.